Athénée Collection présente Table ronde numéro 2. Je viens de loin. C'est tout de suite. Merci beaucoup Jean-Christophe Combe ainsi qu'Anthony Martin-Smith. On va passer, comme Anthony vous l'a annoncé, à la deuxième table ronde donc animée par Caroline Fruchot. Bonjour Caroline. Alors on va... Oui, tout fonctionne bien, c'est parfait. On va donc s'intéresser à un sujet évidemment important. Je viens de loin. Alors qu'est-ce qu'on va évoquer dans cette table ronde ? On va évoquer plein de sujets hyper intéressants. Je suis sûre qu'il va passionner tout le monde dans la salle qui se pose plein de questions. Et avec nous aujourd'hui, on a Pierre-Marie Micheli. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Alors Pierre-Marie est président de la commission accessibilité de la CFPSAA, c'est ça hein ? Tout à fait. Donc, je suis une personne aussi non-voyante et je suis président de la commission accessibilité de la CFPSA et je suis accompagné aujourd'hui de mon chien guide, Lérix. Caroline ? On a aussi Laetitia Monron, qui est la directrice accessibilité de SNCF Réseau. Bonjour. On a Julien Moïquette également, qui est directeur général Bolt France. Bonjour. Bienvenue en tout cas ici. Et puis Caroline, eh bien, on a un invité aussi et un collaborateur du groupe ADP, directeur général adjoint chargé des opérations et directeur du projet d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Renaud Duplay. Bonjour. Bonjour et merci de l'accueil. Eh bien, avec grand plaisir. Caroline, je vous laisse les clés, je vous laisse mener cette table ronde et puis on aura une partie échange, évidemment, questions-réponses en deuxième partie. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à tous déjà d'avoir répondu présent. C'est très chouette de vous avoir autour de cette table ronde. Renaud, on va commencer ensemble sur une question qui touche donc les voyageurs et les avions. Quel niveau de granularité mettez-vous ou allez-vous mettre en place pour offrir plus d'autonomie aux personnes en situation de handicap dans leur parcours voyageur dans les aéroports? Vaste question, Caroline. Et vous avez prononcé deux mots qui me semblent, qui résument la difficulté, en tout cas l'enjeu. Vous avez dit autonomie. Aujourd'hui, notre maître mot, malheureusement, c'est pas encore l'autonomie, c'est l'assistance. L'assistance mobilité, c'est le service qu'on offre, qui est un service réglementaire. Il y a eu, dans une première table ronde, un débat où a été évoquée la question de la réglementation. Et la réglementation, elle nous prescrit cette assistance. Et cette assistance, en fait, aujourd'hui, elle est insuffisante parce qu'elle satisfait 90% des utilisateurs qui sont des personnes âgées à mobilité réduite et elle ne satisfait pas les 10% de nos passagers qui sont en situation de handicap et qui, eux, en effet, nous demandent de passer de changer, d'aller de l'assistance à l'autonomie. Pour aller vers cette autonomie, cette promesse d'autonomie, il faut adapter notre infrastructure. C'est un travail titanesque parce que c'est un ensemble d'évolutions des locaux, des lieux. C'est toucher tous les handicaps. Donc on parle, évidemment, on pense tout de suite aux ascenseurs, aux rampes, aux bandes, mais Pierre-Marie m'alertait tout à l'heure, bien naturellement, sur l'aide, évidemment, pour les personnes malvoyantes, les boucles induction magnétique, tous ces outils qui peuvent déjà faire évoluer notre infrastructure pour offrir ce premier niveau de service, c'est-à-dire offrir un lieu accessible. Et puis deuxième niveau nécessaire, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'il faut que le service s'adapte à la demande de chacun, à ce désir d'autonomie. On l'essaie, nos prestataires sont formés aujourd'hui, on leur demande de demander, d'interroger les clients sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, sur leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent qu'on les laisse, par exemple, à un moment, profiter de la galerie commerciale, je dirais comme tout le monde? Est-ce qu'ils veulent pouvoir embarquer seuls, parce que certains le peuvent? Alors, à certains endroits, c'est compliqué, on a des pentes qui ne vont pas. C'est s'adapter à cette demande, donc être dans un échange humain qui fait qu'on va offrir cela. C'est notre ligne directrice, c'est un travail sans fin et ça m'emmène à mon deuxième mot, vous avez mis granularité, c'est en fait lutter contre tous les grains de sable qu'on a partout, tout le temps. Merci beaucoup. Pierre-Marie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point-là, justement, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu aimerais éventuellement que ça se passe sur le long terme ? Alors je pense qu'il y a un mot en tout cas qui a été utilisé, qui est le mot autonomie. C'est vraiment en tout cas des choses de plus en plus qu'on recherche. Et je pense qu'au sein des aéroports, pour nous c'est vraiment un gros problème. On se retrouve dans des grands espaces
pour pouvoir se déplacer dans des grands espaces, ça reste compliqué. Donc voilà, en tout cas, c'est un travail en ce moment qu'on est en train de mener avec ADP pour qu'on puisse plus tard avoir au moins un cheminement avec une bande de guidage comme on peut avoir en fait dans des gares qui emmène jusqu'au service d'assistance pour après pouvoir faire la suite de son voyage. Mais très souvent, on n'a pas le lien entre les transports qui sont autour des aéroports jusqu'à l'assistance. Il y a quelques petites choses, je pense qu'on pourra en parler après, mais voilà, c'est vraiment la recherche de cette autonomie pour nous est très importante, en tout cas dans le déplacement. Et justement, en parlant d'autonomie, souvent quand on arrive en fauteuil roulant à l'aéroport, on laisse notre fauteuil roulant au service compétent qui nous accompagne par la suite au pied de l'avion. Comment est-ce que vous pensez que ça peut se passer et à quel horizon on peut dire on garde notre fauteuil roulant au pied de l'avion, on monte dans l'avion avec la chaise prévue à cet effet et on récupère notre fauteuil roulant directement à la sortie de l'avion pour justement garantir cette autonomie au maximum et éviter d'avoir cette perte-là. C'est un vrai enjeu d'autonomie. On a dit le mot autonomie. Ça va être le maître la mot possibilité de disposer de son fauteuil personnel jusqu'à la passerelle de l'avion et dès la passerelle de l'avion, à l'arrivée et au départ. Important. Ça se joue dans les deux. C'est une cible très ambitieuse sur laquelle nous sommes engagés, groupe ADP, dans le cadre du dernier comité international du handicap. On veut y aller. On a réussi à le faire pour l'ensemble des parathlètes qui sont venus l'année dernière à Paris dans le cadre des championnats du monde de parathlétisme. On y a mis beaucoup d'efforts, d'énergie, d'amour, je crois aussi, pour y arriver. Ça a été un succès. Ça nous a montré que c'était possible aussi et que c'était d'abord avant tout une volonté, une question de volonté. On s'apprête à le faire, on s'est donné comme cible de le faire pour tous les parathlètes pendant les Jeux paralympiques. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'offrir à tous les passagers, tous les jours, sur 1500 vols par jour à Charles de Gaulle, 500 à Orly. Donc c'est là encore une transformation très forte. Et on disait « Je viens de loin », c'est le titre de la table ronde, qui suppose qu'on aligne tous les acteurs, toutes les compagnies aériennes qui viennent de pays différents, qui viennent d'escales différentes, qui ont des procédures différentes. Alors on ne va pas se noyer, on assume de dire on va y aller progressivement, on va y aller étape par étape. L'idée c'est on travaille, on décrit en ce moment même pour le fauteuil en passerelle une procédure standardisée qu'on va valider des choses, à nouveau ces grains de sable, de quel est le lieu où on passe le relais entre l'assistant en escale de la compagnie aérienne qui va gérer le bagage de la soute de l'avion jusqu'à un point de passage, et puis nous, notre prestataire, qui va récupérer le fauteuil, le remonter en passerelle et le mettre à disposition, avec les enjeux de ne pas se tromper de passager. Enfin, c'est ces choses-là. Donc, on définit une procédure et puis on va chercher à l'appliquer progressivement. Il y a des compagnies aériennes qui sont vraiment très allantes, qui veulent y aller avec nous. On va le déployer progressivement. Et moi, je suis convaincu que plus on le fera, plus il sera impossible de ne pas le faire. Et puis, ce sera la norme de pouvoir le faire. Exactement. Parce que les fauteuils roulants, c'est pas rare de les voir qui arrivent abîmés, cassés, qu'on les récupère dans un mauvais état. Mais en réalité, c'est pas de la faute des aéroports de Paris, c'est vraiment du prestataire le prestataire qui a été sélectionné par exemple, Air France, Corsair et toutes ces autres compagnies aériennes-là. Alors, on ne cherche pas, nous, à se dédouaner de notre part de responsabilité, mais ce qui est réel dans ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une chaîne d'acteurs, et que c'est cette chaîne d'acteurs qui doit être au niveau pour réussir cette opération et la réussir tous les jours, et qui doit se coordonner avec toutes les escales amont, j'insiste, on parle de 250 destinations internationales pour beaucoup. Donc il faut là encore le faire, et vous avez le point que vous soulevez est important, c'est que non seulement on améliore l'autonomie, mais en plus on limite le risque de casse en mettant à disposition le fauteuil en passerelle et en le récupérant. On évite qu'il circule par nos systèmes de tri-bagages, qu'il soit jeté, et ils sont souvent jetés sur les dépôts de correspondance, etc. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant de réussir à faire cela. Il faut qu'on y arrive et on va le faire. Surtout quand c'est nos jambes, c'est assez indispensable, effectivement. J'ai une petite question, on peut commencer par Julien et puis après vous répondrez tous. Mais en quoi les Jeux de Paris sont un catalyseur d'amélioration et peuvent permettre à vos équipes et celles de vos clients et prestataires de grimper en compétences ? Tout d'abord, les Jeux Olympiques sont une opportunité incroyable pour accélérer, mais doivent toujours s'inscrire dans une stratégie à long terme.
Ça ne doit pas être une opportunité juste à adresser pour le moment, mais doit s'inscrire finalement dans un fil conducteur qui doit être la réponse finalement à un challenge qui est la mobilité pour tous et de répondre à tous les enjeux. Donc Bolt étant une plateforme de mobilité, on a des enjeux qui, en termes d'inclusivité sur la mobilité, sont la disponibilité des véhicules. Aujourd'hui, en fonction des différents types de handicap, des personnes en situation de handicap, on constate 2 problèmes majeurs. La disponibilité des véhicules adaptés aux fauteuils roulants. Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. C'est très difficile. C'est très positif que des acteurs s'ambitionnent, et nous on travaille dessus, Bolt personnellement, des concurrents aussi, s'ambitionnent à développer une offre, mais aujourd'hui c'est très difficile. J'ai encore essayé aujourd'hui, on réessaye, c'est très difficile de trouver, d'avoir cette disponibilité finalement. Et ça c'est quelque chose que collectivement, avec des aides des administrations françaises, il y a des aides et des formes, oui, il y a des aides mises en place par le gouvernement français, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques, mais qui doivent encore finalement s'inscrire dans la continuité pour pouvoir permettre d'avoir une disponibilité importante. Le deuxième problème, en fonction de différents types de handicap, c'est la formation et la sensibilisation de nos chauffeurs, qui parfois en fait se retrouvent plus dans une situation de ne pas savoir comment gérer ces cas, plutôt que de refuser simplement des personnes. C'est par exemple les chiens guides, les chiens guides, ou même pour les chauffeurs qui sont muets, comment finalement communiquer avec les passagers, les utilisateurs et les utilisatrices. Ça, c'est des enjeux finalement que nous, on doit adresser. On l'adresse aujourd'hui par des formations avec d'autres parties prenantes comme des associations, mais avec du contenu vidéo. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on cherche finalement à pousser ça auprès de nos chauffeurs, notamment sur un angle qui va être différent, et qui est un angle du point de vue des chauffeurs, qui est leurs enjeux de rentabilité. Il y a un chauffeur qui choisit une course, il va le choisir par rapport à la destination, le prix de cette course, mais aussi le temps d'approche. Et dans cette notion de temps d'approche, finalement, aujourd'hui, un chauffeur n'est pas rémunéré. Et donc, certains chauffeurs ne vont pas effectuer de la discrimination, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation où, par exemple, pour plier un fauteuil, ou alors accepter qu'un chien, qui est obligatoire dans la réglementation française, un VTC est censé accepter le chien, se retrouve dans une situation de se dire « Ah oui, mais c'est un chien, potentiellement, il y aura des poils dans mon véhicule, comment je m'assure de ne pas recevoir de mauvaises notes ensuite, il faut que je le nettoie ». Comment nous, les plateformes, on doit assurer finalement ce service et compenser le chauffeur pour ça. Ça ne doit pas être reflété dans le prix final, c'est-à-dire que le prix doit être identique à nos catégories principales. Et ça, c'est à notre rôle de plateforme d'être responsable et de le faire. Le dernier axe, il est technologique, qui est plus dans ce qu'on appelle l'user experience, qui est l'application en elle-même, des 2 côtés, comment on indique aux différentes parties les différents usages ou les différents besoins des utilisateurs ou des chauffeurs, et comment on le rend clair et transparent pour toutes les parties prenantes. Et donc tout ça, ça doit s'inscrire dans un cadre sur une stratégie de long terme. Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les chauffeurs sont formés justement à l'accueil des personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est une formation obligatoire pour pouvoir être chauffeur chez Bolt ? Alors, ça ne l'était pas, et on est en train de le faire. Justement pour avoir ces modules de sensibilisation comme étant un prérequis finalement pour exercer sur la plateforme Bolt. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus et qu'on va continuer de développer. Trop bien, merci. Laetitia ? Alors, les jeux, ça nous permet de continuer tout ce qu'on a commencé depuis plus de 15 ans, aujourd'hui, parce que dès 2006, on a eu des formations à l'accessibilité pour tous les personnels en contact avec le public dans les gares et dans les trains. Mais c'est vrai que les jeux, c'est une vraie opportunité d'impulser des choses supplémentaires et notamment de renforcer cette formation, de la revoir, parce que les formations, elles vieillissent un peu, et ça nous permet d'utiliser des nouvelles méthodes qui correspondent plus à ce que vont attendre nos agents aujourd'hui. On a une population jeune qui est plutôt habituée à la nouvelle technologie, et ça a donné l'opportunité en Ile-de-France et aussi avec Gare et Connexion de tourner des vidéos avec l'ensemble des associations, donc des vidéos avec des personnes en situation de handicap pour remontrer les bonnes pratiques, que ce soit dans le savoir-faire ou dans le savoir-être. En Ile-de-France, les agents auront ces vidéos sur leur téléphone portable. Donc ça permet de ne plus avoir seulement des formations en salle ou des mises en pratique, mais aussi de se dire, voilà, j'ai une personne non-voyante, je ne sais plus exactement comment m'adresser à elle, comment je fais ?
Ça marche bien pour toutes les personnes qui ont l'habitude de faire de l'assistance au quotidien, mais à l'occasion des Jeux, on aura aussi plein de volontaires et plein de prestataires qui n'ont pas cette habitude. Donc cela, il va falloir pas forcément les former à la prise en charge, mais au moins les sensibiliser aux attentes et aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap, leur expliquer comment on s'adresse à une personne aveugle, comment on s'adresse à une personne sourde, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, le fait qu'on s'adresse toujours à la personne et qu'on ne s'adresse pas d'abord à l'IRIX ou d'abord à l'accompagnateur, et de vraiment considérer la personne avant de considérer son handicap. Donc ça nous donne une impulsion supplémentaire qu'on va, j'espère, garder après les Jeux, et ça nous a donné aussi des moyens supplémentaires pour réussir à faire tout ça, parce que je pense que dans toutes nos entreprises, on a débloqué des budgets pour réussir les Jeux. C'est un véritable enjeu. En moyenne, on aura 65% de demandes de prestations d'assistance en plus qu'à l'été 2023, et dans Seine-Quart-de-Gare, on est même à plus 300%. Donc on a un véritable enjeu d'accueil, et en plus d'accueil des personnes handicapées au milieu de la foule. Ce qui ne va pas être simple. Ce qui ne va pas être simple, effectivement, mais on espère et on croise les doigts pour que tout soit fluide et se passe bien. Et comment ça se passe au niveau des aéroports ? Je vais répéter ce qui a déjà été dit. Accélération. Ouais. Aussi ce que je disais tout à l'heure, passer de cette logique de on va respecter une réglementation à faire le saut vers non, on doit aller plus loin que la réglementation, on doit aller vers cette autonomie, une offre de service en fait, de dire on va offrir à nos clients le traitement qu'ils attendent, qui va être cohérent avec leurs besoins, répondre à leurs besoins et pas uniquement répondre à une réglementation. Et puis le deuxième point, je l'évoquais un peu dans la réponse à la question sur le fauteuil en passerelle, sortir de notre simple silo. Ce qui est souvent très compliqué pour les passagers dans les aéroports, ils nous le reprochent, ils nous disent « vous êtes gentils, c'est jamais de votre faute ». Parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui se partagent le traitement du passager, ça va aller jusqu'au taxi, à la SNCF, à la gare, toute cette chaîne, la compagnie, son assistant, nos prestataires. Et en fait, soit on continuait le jeu de « c'est pas moi, c'est les autres », soit on dit « bon, on assume, il y a un seul client, un seul passager, oui, une seule personne, et nous devons ensemble de lui fournir le bon service. » Donc de sortir de cette méthode-là et de l'aider dans une approche plus collaborative. Je pourrais vous parler des heures de comment est-ce qu'on prépare les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais le maître mot, ça a été on est ensemble, on se met en communauté aéroportuaire et assumons de progresser tous ensemble, parce qu'on ne sera jamais aussi fort que le maillon le plus faible. Donc il faut que tous les maillons progressent, y compris ceux qui ne sont pas directement sous notre responsabilité. Alors, Caroline, pardon, je me permets. Non, mais comme on parle de fluidité, justement, on va essayer aussi de faire fluide. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, sur le chat et avec le numéro de téléphone que je rappellerai. Il y a justement une question qui rebondissait, qui faisait écho avec ce que le groupe ADP disait, sur le défi de finalement mutualiser ou en tout cas généraliser les différentes compagnies qui étaient présentes. Donc pour les aéroports, on l'imagine bien, toutes les compagnies aériennes. Est-ce que pour SNCF Réseau, justement, c'est un défi aussi, parce qu'on part de loin et on vient de loin, c'est l'objectif de cette table ronde. On nous parle de collaboration avec Renfe, avec la société également de train autrichienne, allemande. C'est un véritable défi, ça aussi ? Alors, ce qui est un défi, ça va être surtout l'intermodalité une fois que les personnes arrivent en gare ou arrivent en aéroport. En ce qui concerne la circulation des trains de l'ensemble des entreprises ferroviaires, c'est le métier de tous les jours des SNCF Réseau. Donc le défi, il n'est pas vraiment là. Le défi, il va être dans les flux de clientèle, dans le fait qu'on va avoir des clients handicapés, mais des clients étrangers, et des clients handicapés étrangers qui ne connaissent pas nos dispositifs. Donc beaucoup plus de gens qui vont se présenter en spontané dans nos gares. Alors même si on va informer en amont via le site de Paris 2024 sur les modalités de réservation de l'assistance pour que ça se passe le mieux possible, on aura beaucoup plus de spontanés que d'habitude. Un des enjeux, comme le disait Renaud, c'est effectivement l'intermodalité au niveau des aéroports, et on pense notamment
à l'intermodalité ACDG, où on a un lien à faire entre la gare et l'aéroport. Et jusqu'à présent, la manière dont c'est monté, les clients peuvent attendre jusqu'à 30 minutes en gare avant de pouvoir être amenés jusqu'à l'aéroport. Et l'expérimentation qui est mise en place pour les jeux, c'est que ce sont les prestataires qui vont aller chercher le client dans le train, qui vont l'amener jusqu'au checking de la compagnie aérienne. Et comme ça, on gagne 30 minutes. Alors, c'est une expérimentation pour les jeux. On a tous envie que ça continue après les jeux. Et Pierre-Marie a même envie que ça continue dans les autres aéroports. Mais oui, aéroport et gare, effectivement. Caroline, après, évidemment, je te relaisse la parole, bien sûr. Mais Pierre-Marie, c'est vrai que c'est important dans cette collaboration, justement. Alors ça, c'est un sujet, en tout cas, le lien, l'intermodalité pour nous qui est très important en fait. Quand on descend de l'avion, d'avoir le lien entre les différents transports, c'est vraiment quelque chose pour nous important. On a fait la visite, je voulais revenir quand même tout à l'heure sur quelque chose qui était les visites de gare. On en a profité là dernièrement de faire la visite de la gare de Lyon. On a pu revoir tous les cheminements en fait. Pour les personnes déficientes visuelles, c'est bandes de guidage, balises sonores, il y a plein de choses qui n'allaient pas et ça a été vraiment concluant. Au bout de 3 heures, on a vraiment pu se rendre compte, on a pu établir le nouveau cheminement avec les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est toujours bien quand nous, on est là et on est au début et pas à la fin. Quand on nous présente quelque chose et qui ne nous convient pas, ça devient compliqué. Alors que là, on a été acteurs dès le début sur les problèmes qu'on pouvait avoir, sur les changements qu'il fallait mettre en place. Et ça, demain, en tout cas, les travaux devraient se mettre en place dans les mois à venir, avant JO en tout cas, et ça nous permettra, ça va apporter en fait du plus. Il y avait aussi l'histoire de la formation, les vidéos en tout cas qui ont été faites la semaine dernière. Pareil, on est allé plus loin que de la simple formation à dire on tient le coude, on fait comme ci, on fait comme ça. On est vraiment allé sur le retour des personnes en situation de handicap en disant voilà, moi quand je rentre dans un logement, pas quelque part, en fait, vraiment j'ai la personne qui me prévient, qui me dit bonjour, je suis l'agent SNCF et pas juste bonjour. Parce qu'un bonjour pour moi, c'est difficilement identifiable. Qui me dit bonjour Est-ce que c'est un passager Est-ce que c'est un agent Ça reste, c'est que des petits détails comme ça qu'on a ajoutés, mais qui vont permettre en fait aux agents et aux personnes en situation de handicap de bien se comprendre et de pouvoir avancer mieux lors du voyage. Ça, c'est des points, en tout cas, pour nous qui sont importants et qui, avec les JO, ont apporté du plus, puisqu'il y a eu des budgets, en tout cas, je pense, qui ont été mis en place là-dessus. On a pu faire ces vidéos. Voilà. Alors, j'ai une toute petite question. Ça ne vient pas du chat, ça vient de moi. Est-ce qu'on a une collaboration avec les autres acteurs européens ou même venus de plus loin, parce qu'on dit on vient de loin. Est-ce qu'on a une uniformisation pour l'usager, justement, qu'on soit en Belgique, en Autriche, en Espagne, en France? Est-ce que, justement, on s'implique aussi et on s'inspire des voisins? Alors, on peut sur certains sujets, faire du benchmark et aller voir ce qui se passe à l'étranger. Mais surtout, il y en a été question dans la première table ronde, il y a une réglementation européenne. Et c'est cette réglementation européenne qui va nous porter. Il y a eu une évolution en juin 2023 du droit européen du voyageur ferroviaire. Donc ça s'applique à tous les transporteurs et ça s'applique à toute l'Europe. Et en ce qui concerne en particulier l'accessibilité, il y a ce qu'on appelle les STI-PMR, qui sont les spécifications techniques d'interopérabilité, donc interopérabilité entre les différents réseaux ferrés, et qui vont agir aussi bien sur les hauteurs de quai, sur les largeurs de lacunes horizontales, verticales, et sur surtout le matériel roulant. Ça, c'est au niveau de l'Europe. Et en ce qui concerne la SNCF, on a toute une série, tous les mois, on voit les associations dans ce qu'on appelle des commissions techniques accessibilité, avec 9 associations représentatives. Et pourquoi on le fait de manière centralisée? C'est justement pour avoir quelque chose de plus homogène possible sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on ne veut pas que, quand Pierre-Marie vient à Paris, il ne trouve pas la même chose que ce qu'il va trouver dans une gare à Lyon ou à Saint-Étienne. Et on a vraiment besoin que ce soit toujours les mêmes acteurs, même s'ils peuvent localement déléguer pour certaines gares. On a souvent des associations qui nous disent « Oui, mais moi, au niveau local, je vais intervenir. » Oui, mais enfin, si on ne fait pas la même chose au Puy-en-Velay et à Saint-Brieuc, quand les gens partent en vacances, ils ne savent plus s'y retrouver. Donc on a un vrai souci d'homogénéisation de tout ça. Alors si on pouvait avoir une homogénéité au niveau européen, j'en rêverais, mais on n'y est pas encore. On y travaille. Tout à fait. On a réussi au niveau de la France à faire des panneaux bilingues français-breton, mais voilà.
Et par rapport à ce que disait Pierre-Marie disait il y a eu un travail au niveau de la gare de Lyon. C'est hyper important parce que ce travail sert tous les types de handicap. Caroline, tout à l'heure, tu me disais, il y a des moments, il y a des gares, je les connais par cœur avant d'avoir fait 15 fois le tour pour trouver où est l'ascenseur. Mais justement, gare de Lyon, ce travail, on est passé de 4 panneaux de jalosement à 35 pour faciliter la circulation. Je ne dis pas qu'on pourra le faire partout, mais c'est pas mal. Qui vont nous apporter pendant ce temps-là moins de stress, en tout cas lors du déplacement dans les gares. Il nous reste 5 petites minutes, Caroline, donc c'est à vous, je n'ai plus de questions pour l'instant. Si, moi j'avais une question du coup, est-ce que c'est utopiste de penser qu'un jour il y aura une seule et grosse plateforme pour gérer l'accessibilité entre le train, entre les aéroports par exemple, le métro, enfin voilà, tous les endroits où là actuellement on a besoin d'assistance? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être facile? Renaud, Laetitia. C'est un rêve qu'on a, nous. C'est clairement un rêve. C'est pour ça que je demande si c'est utopiste ou pas. Voilà. Je vois tout le monde qui me dit oui, c'est vrai, pour les personnes en situation de handicap, mais voilà, c'est quand même un rêve pour nous. Au niveau ferroviaire, ce que disait Muriel Larouille tout à l'heure, avec Assistant Gare, donc on passe à un seul point de réservation des prestations d'assistance pour l'ensemble des transporteurs ferroviaires de voyageurs. Dans le même décret, il y a aussi, à partir de 2025, la réservation des prestations d'assistance pour les autres transporteurs urbains et interurbains. Donc ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique au 1er janvier 2025, mais c'est un sujet sur lequel on va forcément travailler. Après, de là aller jusqu'à l'assistance dans les aéroports, je pense qu'on n'y est pas. Il y a un lien facilité peut-être. Mais c'est vraiment l'avenir que de réussir à travailler de plus en plus en intermodalité et comme vous le disiez tout à l'heure, de s'occuper du client de bout en bout. Oui. Malheureusement, on a tous des organisations en silo, on se passe les clients, si je peux le dire comme ça, et même si c'est un peu une course de relais, mais si la course de relais est fluide, c'est pas grave. En fait, on peut avoir plusieurs personnes. Si tout est fluide, c'est pas très grave. L'important, c'est que la personne n'ait pas à attendre trop longtemps entre deux prestataires. Caroline, on a une dernière petite question, donc je te laisse peut-être pour Julien, éventuellement, pour parler justement aussi des taxis. Moi, je vais savoir, pendant les Jeux Olympiques, je pense que les transports seront un petit peu compliqués. Est-ce que, même si on pense que ça va se passer au mieux, mais est-ce que ce sera quand même possible de prendre une voiture Bolt de la même manière qu'on prendrait un taxi? Comment ça va se passer? Parce que des VTC qui auront des plateformes pour les personnes en fauteuil roulant d'air, on en cherche beaucoup. Et comment ça va se passer pour Bolt? Oui. Avant de répondre à la question, je vais commenter justement le sujet d'intermodalité. Parce que nous, chez Bolt, on constate ce besoin critique finalement d'intermodalité pour tous. C'est que le trajet, notre numéro 1 de tous les trajets qu'on fait, c'est de l'aéroport d'Orly jusqu'à la gare de Lyon. Donc ça, c'est le plus gros trajet sur des centaines de milliers de courses par semaine. Il y aura du monde gare de Lyon bientôt. Donc non, mais en fait, ça reflète vraiment ce besoin finalement d'une combinaison, du moins d'une synergie entre les différents acteurs. C'est très difficile aujourd'hui de penser même à une seule plateforme qui finalement permettrait à tous d'avoir une synergie parfaite. Mais pour reprendre l'expression d'un de mes panélistes, c'est d'enlever tous ces grains de sable. Si chaque partie enlève tout, finalement toutes les frictions qu'ils peuvent avoir, cette fluidité, elle existe. Potentiellement, il faudra plusieurs applications, mais elle existe quand même. Pour répondre à la question sur les Jeux Olympiques va créer finalement deux dynamiques différentes qui vont impacter les différentes villes hôtes de façon différente, qui sont le tourisme européen et international, mais le tourisme national en fonction des événements et des villes hôtes. Pour Paris, on pense que ça va être fluide, ça va être possible,
notamment avec les dispositifs financiers de tous les acteurs. Toutes les plateformes vont mettre en place ce qu'on appelle des incentives, donc c'est des avantages, des compensations aux chauffeurs pour gagner plus d'argent, pour enlever ces points de friction. Ces moments où le chauffeur aurait potentiellement plus de choix et donc l'inciter à accepter les courses Bolt, puisque les chauffeurs ne sont pas nos chauffeurs, ce sont des chauffeurs indépendants avec lesquels on travaille avec des prestations de services qui sont la proposition d'une course. Donc on va finalement travailler sur tout cela et tous ces dispositifs pour le faire. On met en place ces formations et ces sensibilisations pour finalement aussi permettre à l'inclusivité de toutes les parties prenantes. Maintenant, pour reprendre aussi une dualité qu'on peut avoir qui semblerait aussi se produire sur les gares dans les différentes villes, on a le même problème au niveau du nombre de chauffeurs disponibles. Aujourd'hui, le marché VTC taxi est surreprésenté à Paris, ce qui fait un marché énorme en termes de potentiel de mobilité. Si vous prenez un contre-exemple qui est quand même important, une ville comme Rennes, où là, le nombre de chauffeurs taxi et VTC, c'est une petite centaine de chauffeurs, alors que l'agglomération rennaise est quand même très importante. Il y a le même constat à Bordeaux, par exemple, et il y a à Nice un contre-exemple qui est aussi une très grosse ville de mobilité. Comment, en tant que plateforme, on permet de créer finalement un nombre de chauffeurs permettant de répondre à tous les usages? Ça, c'est notre responsabilité et c'est ce sur quoi on travaille sur le long terme. Parce qu'on a des contraintes de temps pour devenir aujourd'hui chauffeur VTC ou taxi. Taxi, obtenir une licence, ça peut prendre 14 ans aujourd'hui. VTC, ça va prendre entre 9 mois et 18 mois. Et donc, on va travailler toujours dans le long terme pour ne pas seulement s'adresser à cette opportunité qui est les Jeux Olympiques, mais d'ouvrir un vrai service accessible à tous. Et d'avoir justement cet héritage. Je suis désolé, j'aime pas avoir ce rôle-là. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, je sais, j'ai le rôle un petit peu de maître du temps aujourd'hui, mais en tout cas, c'était très intéressant. C'est passé très vite, la preuve. On ne s'est pas ennuyé. On a des défis justement qui se présentent à nous. Merci Caroline pour l'animation de cette table ronde. Merci également à Laetitia Monron, directrice de l'accessibilité chez SNCF Réseau. Merci Julien Mouiquet, directeur général chez Bolt France. Renaud Duplay, directeur général adjoint chargé des opérations et directeur du projet d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 dans le groupe ADP, et Pierre-Marie Micheli, président de la commission accessibilité de la CFPSA. C'est ça? Oui, tout bon, à fait. Merci. Parfait. Merci à vous. Et on va enchaîner, évidemment. Merci. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent.